Bonjour, salut tout le monde. Épisode très spécial aujourd'hui. Une invitée très très spéciale. Je me sens un tout petit peu tout petit, c'est le cas de le dire, parce que je rencontre une grande madame de la montagne, une grande madame du sport. J'ai l'honneur aujourd'hui de recevoir Carla Pérez de l'Équateur. Bonjour Carla. Bonjour Greg, super contente d'être ici et de partager avec toi. C'est super gentil, tous ces compliments que tu me fais. En fait, l'histoire pour raconter aux auditeurs, bon, on va te présenter tout de suite, mais je voulais faire une petite introduction. Moi, je me suis retrouvé un petit peu par hasard sur un vidéo de vos exploits dans le K2, donc de la montagne. Et puis en regardant la vidéo en pleine nuit, je me suis dit, waouh, c'est elle que je veux, elle est incroyable. Il n'y a pas beaucoup de femmes en plus qui ont été capables de faire ce que tu as fait. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Carla, donc tu es une alpiniste, une athlète quasiment à temps plein. Dis-nous un petit peu d'où est-ce que ça commence cet amour et ce désir d'aventure un petit peu pour toi. Alors, cette passion pour la montagne commence quand j'avais 4 ans. J'ai eu la chance de grandir dans une famille dans laquelle il y avait cet esprit d'aventure. Quelque chose qui n'est pas vraiment très commun en Équateur. C'est pas normal que les gens aiment l'aventure. Ils sont plus avoir peur de la montagne. Mais mon papa, il adorait ça. Il adorait partir et marcher, pas la haute montagne, mais un peu en profiter de la nature. Et j'avais 4 ans, donc on était parti pour grimper un petit sommet ici en Équateur. Il a 4200 mètres. Et pour moi, c'était juste un jeu. À cet âge-là, tu n'as pas cette idée de je vais arriver au plus haut sommet. Tu as cette idée juste de t'amuser, de jouer. Et du coup, pour moi, c'était découvrir d'un endroit où je me sentais libre, très créative, de pouvoir inventer des choses et dire que les vaches étaient des monstres et tout ça. Et du coup, pour moi, à partir de ce moment-là, le mot montagne, ça avait cette signification d'un endroit parfait où tu pouvais jouer et avoir grande imagination. Et c'est là où ça a tout commencé, on va dire. Là, tu as la petite piqûre et c'est la famille qui la transmet. Donc, on va continuer, puis on va avancer un petit peu plus vite dans le temps. Bon, on va commencer par la plus grosse aventure que j'ai lue. À 26 ans, tu décides de monter, je pense que c'est le mont. La si je me- facile si de je- la Concagua. c'est ça, le facile Uh-huh. le facile de la Concagua, exactement. Et il t'arrive une aventure extraordinaire. Ce que j'ai lu, en fait, c'est vraiment venu me chercher. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu tout de suite avant que je dévoile le punch de l'histoire quand tu as monté cette grande montagne qui est au-dessus de 8000 altitude, au-dessus de 8000 mètres ou pas? C'est presque 7000 mètres. La Concagua, 7000. c'est la montagne la plus haute de Ok. l'Amérique du Sud, mais on va dire. Mhm. Mhm. Donc, en fait, comme j'avais dit, quand j'avais 14 ans, 13 ans, j'ai commencé à faire beaucoup de montagnes. J'ai gagné beaucoup d'expérience, on va dire, mais ce n'était pas non plus une grande expérience. Après, j'ai vécu en France pour 6 ans, dans lesquels je vivais très proche des Alpes. Et là, j'ai commencé à découvrir un alpinisme différent, parce qu'ici, en Équateur, on avait plutôt des montagnes où on marchait. Et du coup, avec cette découverte, cet alpinisme plus vertical, on va dire, Ouais. quand je suis retournée en Équateur, avec les amis locaux, on avait dit il faut qu'on aille grimper une grande face. Donc, on a commencé pour aller dans le Pérou, la Bolivie, dans des montagnes super belles comme l'Alpamayo, le Chacraraju, Yerupaja. C'était des montagnes qui étaient quand même assez techniques. Et une fois qu'on a grimpé cette montagne, on s'est dit, allez, il faut qu'on aille pour la plus Allez. grande paroi de l'Amérique du Sud, la face sud de la Concagua. Et du coup, on est parti en 2009. On était 3. On était super jeunes. On avait l'expérience, mais on n'avait pas non plus une super expérience pour une grosse expédition ou une falaise de cet engagement. Du coup, moi, j'avais 26 ans et j'étais avec 2 copains, Joshua Harin, qui avait 21, et Steven Mena de 19. Donc, Oh. on était jeunes. Et ça, on savait que dans cette paroi, il y a beaucoup de gens qui ont eu des gros accidents, spécialement ici en Équateur. Il y avait déjà eu des gens qui sont partis, ils sont morts, ou qui sont revenus sans doigts, ou que c'était beaucoup d'accidents très graves.
Mais nous, on était jeunes et on avait cette air de pas peur, de allez, on va aller, même si on va mourir. Et on était partis comme des fous. On avait quand même préparé bien l'expédition et on avait pensé que ça allait nous prendre 4 jours pour escalader cette paroi. C'est une paroi de 3000 mètres Oui. de dénivel. Mhm. Dénivel, on dit. Ouais, oui. Et, c'est une paroi où on a beaucoup des passages de neige très raides, mais aussi on a du rocher. Ok. Et on avait pensé 4 jours, donc on avait pris dans notre sac à dos de la nourriture. Mais cette nourriture, comme on était un peu jeune, on avait dit, on va amener quelque chose qui soit très léger et qui nous donne beaucoup d'énergie, mais qui n'a pas beaucoup de poids. Et on avait pensé à ce gel des sucres. Caféine, un petit peu, sucre et caféine. Sucre, Ouais. non. Ils n'ont pas beaucoup de poids, mais ils donnent l'énergie. Mais on n'avait jamais essayé avant. On avait juste amené ça, on était contente. C'était la mode en plus, c'était ce qui venait de sortir pour les gens qui voulaient aller léger. On avait amené 4 bonbons de gaz pour pouvoir faire de l'eau, pour prendre la neige et faire de l'eau. Et on a commencé à grimper. Donc, la première journée, c'était super. On a fini un tiers de la paroi. On s'avait dit, en 3 jours, on va sortir d'ici, ça va être génial. Donc, une fois que la nuit est arrivée, on a commencé à faire fondre la neige et aussi à manger. Et j'ai goûté cette gel de sucre long et ça m'a fait super mal au ventre parce que je n'avais jamais essayé et j'ai eu une diarrhée. J'étais juste super malade avec cette gel. Et je me suis dit, ouf, avec ça, je ne vais pas continuer à manger. Je vais juste continuer à m'hydrater. Et je pense que nos jours, plus d'escalade sans manger, ça va y aller. Ça va aller. Je vais y arriver. Ça va. Easy. Je vais être tout maigre, mais ça va y aller. 2 jours. J'étais jeune, je n'avais pas cette expérience auparavant, donc je pensais que mon corps, en 3 jours sans manger, ça va y aller. Bon, on a continué un deuxième jour, je n'ai pas mangé, troisième jour, je n'ai pas mangé, et on a commencé à avancer de moins en moins. Donc, ça veut dire que le quatrième jour, qu'on pensait qu'on allait sortir de la paroi, il nous manquait encore un tiers de la paroi, c'est-à-dire 2 jours de plus. Et à ce Wow. moment-là, ça veut dire que j'avais pas mangé, mais aussi toutes les bonbons de gaz étaient finis. Et du coup, on ne pouvait pas prendre encore de la neige, on ne pouvait pas s'hydrater. Donc, à partir du 5e jour, je n'avais pas bu une seule goutte d'eau et aussi, je n'avais pas mangé pendant, là, ça faisait 5 jours. Donc, le 6e jour, que c'était le dernier qu'on allait sortir de la falaise, j'ai commencé à tomber dans les pommes. Ouais, bah oui. J'ai commencé à Tu fais le escalader désir. et je ne pouvais pas tenir sur moi. En fait, j'ai commencé juste à dire, je m'en vais, et je tombais dans les pommes. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais perdu 12 kilos du poids dans ces 6 jours, des kilos de l'eau, de la graisse, même de mes muscles. Et j'étais au bord d'avoir un choc hypovolémique. C'est quelque chose que quand tu n'as pas mangé ou tu n'as pas bu de l'eau. Et du coup, quand tu es dans un état de choc, tu peux mourir facilement parce que ton corps il va s'arrêter. Et du coup, j'étais à cette limite-là, dans laquelle mon corps il était vraiment en train de se battre pour survivre. Mais le problème, c'est que dans cette paroi, elle est tellement raide qu'on ne peut pas attendre que quelqu'un va nous tirer, il va nous sortir de là. T'es tout seul. Et il faut le faire par toi-même. Donc, j'ai tombé dans les pommes. À chaque fois que je revenais, mes amis, ils étaient là. Allez, Carla, on y va. Tu peux le faire. Fais encore 100 mètres. Je faisais 100 mètres, on va dire 50 mètres. À nouveau, tomber dans les pommes. Et aussi, le problème, c'est que comme c'est très dangereux cette falaise, et on sait que la plupart des gens qui ont eu des accidents, c'était quand ils essayaient de rappeler ou descendre, Ouais. on savait qu'on ne pouvait pas prendre ce chemin pour descendre, le même chemin. Il fallait sortir par les sommets. Du coup, la seule façon, la seule pensée qu'on avait, c'était de sortir par les hauts. Et j'étais vraiment aux limites et pendant un moment, je pensais que j'allais mourir. C'était Wow. très, très intense parce que d'un côté, je sentais que je me sentais très en paix, même si je disais, oh, je pense que je vais mourir aujourd'hui. Mais d'un côté, je voulais beaucoup voir ma famille à nouveau. Je pensais à eux, je disais, mon papa, je voulais les donner encore
un- Hug. oui, Un gros hug. un gros bisou, tu vois, de les voir à nouveau. Ouais. Et cette pensée à la famille, c'était la chose qui me donnait le plus d'énergie. Parce qu'en même temps, je disais, ah, je vais mourir, je ne peux plus, je vais arrêter. Et finalement, avec tous ces efforts et mes amis qui me donnaient toute cette énergie, on a pu sortir de la face de la Concagua. Donc, on a pu faire l'escalade, que c'était nos rêves. J'ai presque mouru, mais on va dire, pour moi, cette expérience était très importante parce que c'était le moment où ça a tout changé. À partir de ce moment, c'était plus la montagne juste parce que c'était très amusant. À partir de ce moment, la montagne, c'est devenu pour moi une sorte d'école ou un endroit où tu apprends beaucoup sur la vie, où tu commences à faire, à donner la valeur à les choses vraiment importantes dans la vie. Et j'ai tombé encore plus amoureuse de la montagne avec cette expérience. Parce que beaucoup de gens, ils pensaient, ils disaient, avec cette expérience, il va arrêter maintenant. Stop. Ouais. Il va se rendre compte qu'il a fait beaucoup de bêtises, on a fait d'ailleurs beaucoup d'erreurs dans la logistique. C'est pour ça qu'on était à la limite. Mhm. En fait, non. En fait, après cette expédition, j'ai pris toutes ces choses que j'avais apprises et j'ai continué. Et après ça, j'ai décidé de les faire vraiment, on ne va pas dire professionnellement, Ouais. Oh, on a coupé. parce que Ouais. personne ne me payait pour faire ça. Mais à partir de ce moment, j'ai dit, je veux que ma vie, ça va dans ce chemin que c'est la montagne, la haute montagne Waouh. spécialement. Waouh, Voilà. c'est complètement. Donc là, c'est ton premier mont. Tu montes à 26 ans. Alors moi, bon, évidemment, on va pas, on peut pas raconter toutes les montagnes que tu as montées. Ce serait fabuleux. On pourrait écrire. Tu vas écrire un livre là-dessus. C'est obligé. Mais si je me trompe pas, tu as monté 4 monts au-dessus de 8 000 mètres. C'est ça? 4 ou Oui, 3? 4. et quatre, avec 4. 4 jours maintenant. Et tu as fait 2 fois. En fait, tu as fait la même année le K2 et l'Everest Les en restes. 2019, dans la même Voilà, année. dans la même année. Alors moi, écoute, alors, j'ai une petite question là-dessus à te poser. Moi, je suis entraîneur de natation. Okay. Ah, ok. C'est mon travail. Alors, on est des pros de la préparation. On aime se préparer. On prépare les athlètes comme vous. Vous devez vous préparer de malade pour être prêt pour ce 2 mois ou ce 1 mois et demi d'ascension parce que c'est long. Hein, c'est 2 mois. Il faut savoir que vous marchez. Et après, une fois que vous passez les plateaux, il faut s'acclimater. Et plus on monte, plus il faut s'acclimater. C'est jamais évident. Et plus, bien sûr, vous êtes haut, et plus c'est difficile de respirer et d'avancer. Bien sûr. Mais tu me dis que tu as fait ça 2 fois dans la même année. Alors, 2 mois pour monter, il faut 1 mois pour récupérer, il faut se préparer 2 mois. Tu fais ça en une année, tu multiplies ça par 2, ça fait 10 mois. Il te reste 2 mois pour faire autre chose. J'imagine que tu as dû faire autre chose. Comment tu fais? Comment c'est possible? Parle-moi un peu de la préparation, parle-moi un peu de tout ça parce que je trouve ça complètement hallucinant. Bon, merci. Il y a quelque chose qui est très important dans tout ça, c'est l'expérience. Parce que ça fait pas qu'un jour, je me suis levée dans mon lit, j'ai dit, Non, cette année, je vais faire deux. Everest et K2 dans la Non, même année. non. Donc, ça fait déjà maintenant 24 ans que je fais de la montagne. J'ai 37, j'ai commencé Oui, 13 ans à faire la haute montagne. ok. Donc, ça fait 24 ans que je fais de la haute montagne. Et du coup, ça fait beaucoup de temps. Et comme après la phase de la Concagua, on a commencé à faire des expéditions dans des montagnes de plus en plus hautes pour savoir si notre corps il avait une bonne réaction à l'altitude, si on arrivait à bien s'y habituer, parce que ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas savoir. Ce n'est pas non plus que la préparation physique. Parfois, c'est quelque chose, je pense, un peu plus génétique. C'est comment ton corps, il va recevoir ce changement qu'on a dans l'altitude, dans l'altitude. Mhm. Et du coup, on a fait quelques 7000. On était allé à notre première 8000, c'est le Manaslu. Et quand on a décidé d'aller dans les premières 8000, on voulait les faire sans utiliser oxygène supplémentaire et aussi sans le support des Sherpas, c'est-à-dire nous on va Vous mener, partez. on porte toutes les affaires nous-mêmes. Du coup, là, on s'est dit, là, il faut pas qu'avoir de l'expérience à la montagne. Il faut commencer à s'entraîner comme un athlète parce que là, on va vraiment pousser notre corps dans la limite. Et là, on a commencé à travailler avec un médecin de sport, un entraîneur
comme toi, tu vois, quelqu'un qui va nous dire, OK, dans 7 mois, on va faire ça, 7 mois comme Mhm. ça. Et on a commencé beaucoup à travailler la force des muscles, beaucoup dans le gymnase pour être costaud, tu vois, pour Mhm. tenir Mhm. tous ces sacs à dos. Parfois, on monte avec des sacs à des 25 kilos. J'ai porté même des sacs de 35 kilos. Et Waouh. moi-même, j'ai fait entre 55 et 60 kilos. Donc, ça fait parfois la moitié de mon poids. Et pour ça, tu as besoin de bons muscles qui tiennent. Donc, on a commencé à bien muscler. On a commencé à travailler beaucoup la base aérobique d'abord. Beaucoup des heures dans des pulsations très lentes. Et après, une fois que cette base elle est construite, là, on commence à faire les changements de rythme ou Vitesse. les travaux anaérobiques, on va Mhm. dire, la partie où tu travailles vraiment ton cœur sans oxygène. Un peu plus intense. Exactement. Et ça, Mhm. c'est souvent, on les fait quand on est prêt à l'expédition, les 3 ou 2 mois avant l'expédition. On ne les travaille pas tout le temps parce qu'avec mon coach, on a l'impression que je suis plus fatiguée que ça m'apporte si je suis tout le temps en train de travailler l'intensité. Mhm. Et en plus, bon, avec ça, un peu de nutrition aussi, de manger mieux. On était allé au premier 8000 au Manaslu et ça, c'était super. Après, je suis allée à l'Everest pour la première fois et je voulais le faire en 2013 aussi sans oxygène et sans Sherpa. Donc, je Ok. suis allée et je me suis arrêtée à 250 mètres du sommet. J'ai dû Oh faire my. demi-tour parce que j'ai eu froid toute la montée. C'était horrible et c'était une journée très froide et j'ai commencé à geler des doigts. Aussi, on avait fait beaucoup des mistakes, des erreurs. Ouais. Et du coup, moi, j'ai eu de l'équipement qui n'était pas approprié. Et on ne s'était pas bien hydraté, on n'avait pas bien mangé pendant l'expédition. Et du coup, tout ça, en fait, Ça ça fait une somme s'accumule. des erreurs. Et voilà, je me suis trouvée super près du sommet, avec les mains qui allaient geler, et j'ai dû faire demi-tour. Et pour cette Everest 2013, j'avais déjà entraîné 300 d'entraînement pour l'Everest. Mais j'ai dû faire demi-tour. Quand je suis descendue de cet Everest, c'était une faillite pour moi, on va dire ça. J'étais super triste parce que je me commençais à me demander, je ne sers pas à faire ça. Pourquoi j'ai laissé tout dans ma vie pour les montagnes si je ne suis pas aussi bonne? D'une façon, je rentrais dans une crise dans ma tête. T'es un peu négatif, un petit peu, mais c'est normal. T'es déçu. J'étais Le très premier déçue, moment, voilà. c'est comme ça. Et du coup, là, j'ai commencé aussi à travailler avec des psychologues de sport, des gens qui m'aidaient Ok. à vraiment à travailler la tête comme on travaille un muscle, avec des exercices et des choses qui t'aident à vraiment à faire la projection à tes Mhm. objectifs. Et après ça, je suis allée au Choyu en 2014 pour reprendre la confiance en La moi-même. confiance. J'avais perdu la confiance en moi-même et je savais que je dois avoir cette confiance, sinon je ne peux pas essayer l'Everest à nouveau. Donc, je suis allée au Choyu, sans oxygène, sans Sherpa, mais aussi, on va dire, toute seule. Mais il y a d'autres gens dans la montagne. Mais l'idée, c'était de moi-même prendre les décisions, moi-même porter mes affaires, moi-même savoir si j'étais faite ou pas. Mais la bonne chose, c'est Rebâtir un petit peu ta confiance. La rebâtir. exactement. Et après cette ascension, que j'ai pu faire le sommet, et j'étais contente parce que je me suis rendu compte que au-delà d'être bonne ou pas pour faire ça, c'était quelque chose qui me donne la passion, qui vraiment, ça vient du cœur, des tripes, tu vois, et que quelque part, je m'en fous si je suis bonne ou pas, que je voulais continuer à faire ça. Et du coup, après le Choyu, je suis allée à l'Everest en 2016 et j'ai réussi sans oxygène. Et à partir de là, je pense que j'ai gagné une confidence dans les 8000, que je sais que c'est un endroit très dangereux et que je sais que c'est très difficile d'être là-haut. Mais quand même, ça fait beaucoup de temps que je suis en train de me préparer des entraînements physiques, psychologiques, de la bonne nutrition et tout ça. Du coup, pour 2019, l'année dernière, quand on était allé l'Everest d'abord pour travailler, je suis allée pour guider un groupe. Je suis guide de montagne, donc je suis allée avec ce groupe. On était allé au sommet. Et un mois après, au quai 2, ça a été difficile, je ne vais pas le cacher, c'est parce que je n'ai pas eu assez de temps pour bien me reposer et que mes muscles ils soient en forme. Mais quelque part, maintenant, mon corps surtout, je pense, mon corps et ma tête, ils commencent à avoir cette habitude de comment ça fonctionne là-haut.
Et je me rends compte maintenant qu'une grosse partie des, des success dans la montagne, Ouais. d'arriver à faire les sommets, les sommets au pouvoir arriver le plus haut possible, c'était une capacité qu'on a, les êtres humains, de souffrir. Tu vois, ça va au-delà d'être en super forme, super acclimaté et avoir la pêche et tout ça. C'est quelque chose de mental que tu dois supporter beaucoup de souffrances, au froid, à la fatigue, à la peur. Et parfois, tu sens que tu veux t'inventer un prétexte pour pouvoir descendre. Tu vois, comme s'il y a une voix qui te dit, allez, on va s'inventer quelque chose, mais on arrête, on y va. Tu vois, cette voix qui te dit ça. Et pour un autre côté, tu as une voix qui te dit, non, On Carla, lâche rien. tu connais la volonté. Là, on lâche rien, comme tu dis, et tu continues. Et c'est cette partie-là que je pense, ça vient de l'expérience de beaucoup de montagnes, que maintenant, quelque part, je l'ai bien développée en moi. Donc, ça va un peu au-delà. Mais quand même, on a beaucoup de s'entraînements, beaucoup de préparation. Mais je pense que c'est surtout ça. Parce que le jour que j'ai fait le sommet des K2, j'avais une diarrhée horrible. Et on était super malades. D'ailleurs, on était malades presque toute l'expédition. Et imagine être à 8000 mètres sans oxygène, déshydraté, et vraiment à la limite, c'est même quelque chose que la plupart des gens vont dire non, là, ça ne va pas, je descends. Mais quelque part, j'ai appris maintenant à continuer, même si mon corps il est là en train de souffrir. Bien sûr, j'essaye de m'hydrater, de ne pas maltraiter mon corps, mais quelque part, je sais que c'est dans la tête où tu peux pousser les choses et aller au-delà des limites que tu crois avoir. J'aime beaucoup que tu parles de ça parce que, bon, moi je coach des athlètes qui ont tous leurs bobos, qui souffrent tous un petit peu. Et je pense que les limites du corps, on a toujours du mal à cerner un petit peu quelles sont nos limites, mais on n'imagine pas à quel point on est capable de pousser la machine. Et puis souvent c'est le cerveau qui, comme tu dis, qui lead, qui mène la marche, qui mène le corps. Et quand tu es à la limite, ben c'est ça, hein, c'est ton désir d'y arriver. Moi, quand je te regarde, j'ai l'impression de voir une guerrière, quoi, une vraie guerrière. J'ai l'impression de voir quelqu'un. Ah ouais, t'es là, t'es toute douce, toute gentille, mais là-haut, quand c'est difficile, il y a beaucoup de garçons ou d'hommes qui doivent être avec toi, qui doivent être beaucoup moins tough, comme on dit ici, ou beaucoup moins dur que toi, parce que tu continues, quoi. Tu avances et c'est dur. Et même s'il y a le côté négatif, on regarde là-haut, puis on avance. Puis On est- je pense que l'échec que tu as vécu en voulant monter ton premier Everest, ça t'a certainement servi beaucoup, je pense, non? Oui, je pense que c'était les meilleures choses qui ont pu me passer dans la vie. Parce qu'avant ça, je n'ai pas eu vraiment des gros échecs dans la vie. J'avais eu des petits échecs, mais pas quelque chose qui vraiment m'a touché, m'a Mhm. bougé tout dans la vie. Et pour moi, c'était important parce que quelque part, quand je suis arrivée au sommet de l'Everest en 2016 sans oxygène, la première chose que j'ai pensé au sommet, c'était d'être super, de dire merci à la vie pour cette expérience d'avoir échoué, aller au fond, au fond, au fond, toucher et dire, OK, allez, on sort d'ici et on réessaye. Même si on n'arrive pas, même si on n'est pas capable, si mon corps il me dit non. Mais de sortir de là et pousser et essayer tout. Parce que quelque part aussi avec le financement, c'est cher. Et trouver les sponsors, les entraînements à nouveau, tout à nouveau, faire tous les campements à nouveau, parce que comme tu dis, une expédition à l'Everest, c'est 2 mois que tu montes, tu descends, tu montes un peu plus haut, tu descends, tu montes un peu plus haut, 2 mois comme ça, à nouveau, tout à nouveau. Mais quelque part, c'était cette expérience de vivre, d'échouer et avoir la force d'essayer à nouveau. Ça, c'était le plus important pour moi. Tellement beau ce que j'ai décrit, ça me touche beaucoup, hein. Je suis à la limite, ça vient, ça vient me chercher parce que je fais beaucoup de parallèles avec bon, ce qu'on a pu vivre comme athlète, comme entraîneur, où souvent on travaille tellement fort pour un objectif, puis on passe à côté pour une seconde, un centième, une touch, une respiration que tu prends au moment, l'autre touche avant toi, c'est lui qui part en équipe, c'est toi qui pars pas. Mais derrière, la vie continue, il faut se reconstruire. Beaucoup d'athlètes arrivent à se reconstruire. Puis je pense que avec le recul après,
c'est pas toujours le succès que tu as eu, c'est le processus et tout ce que tu as mis en œuvre et tout ce que tu as mis pour y arriver qui te reste beaucoup. Et quand je t'écoute parler, Totalement. j'ai vraiment l'impression que c'est ça qui vient te chercher. Puis je vais essayer de le dire sans émotion, mais moi, quand ça m'est arrivé bon, un petit peu pour avoir un peu de succès avec mes athlètes, ou que moi j'arrive à accomplir quelque chose, un des plaisirs que j'ai quand je t'écoute raconter cette histoire, je t'imagine en haut te dire aussi, c'est mérité. Tu mérites. Et vraiment, il n'y a rien de plus beau que, hey, je le mérite cela parce que tu as vraiment mis tout ce que tu pouvais mettre, Lutter, quoi. oui. Et c'est incroyable. Tu sais, je voulais faire quand même un petit aparté. Vous êtes un peu comme des marins, quoi. Vous êtes un peu tarés, vous êtes un peu fous dans votre tête parce que les gens se rendent pas compte. Le K2, c'est à peu près un petit peu plus de 400 personnes qui sont montées là, pas beaucoup plus. Mhm. Dans l'espace, il y a beaucoup plus de personnes qui ont été dans l'espace ou sur la Lune que, dans l'espace, je veux dire, que sur le K2. Donc c'est plus facile d'aller dans l'espace que d'aller sur le K2. Et ce qu'on ne dit pas, c'est qu'une personne sur quatre qui essaie d'aller au sommet Mhm. meurt. C'est quand même très dangereux. Alors moi, je regarde ton reportage, je regardais le documentaire. D'ailleurs, mes chers amis qui nous suivent aujourd'hui, le lien va être dans la description. Vous allez pouvoir le regarder. C'est vraiment un super documentaire à regarder et à re-regarder. Alors, vraiment, moi, quand je vois ça, cette partie où il y a eu le mauvais temps, vous êtes malade, à la fin, il vous reste 750 mètres, il y a de la glace, il n'y a plus de neige. Moi, je pense, en fait, je pense à la montée, mais je pense aussi à la descente. Je dis, mais parce que monter, c'est beau. Mais Oui. la descente, les jambes fatiguées, puis tu peux faire une erreur aussi, et là, ça peut arriver. Hein, tu peux avoir un accident aussi dans la descente, donc il La, faut la garder. plupart la plupart d'accidents, c'est à la descente d'ailleurs. Oui. Ah oui, ça se passe vraiment Oui. dans la descente. C'est quand même, c'est incroyable. Je vais le dire 50 fois encore. Je suis incroyablement impressionné. Alors, on parle beaucoup de ces gens qui vous accompagnent. C'est pour ça que tu nous en parles un petit peu. On les appelle les Sherpas. Sans eux, je pense pas qu'il y ait vraiment de grosses expéditions qui soient possibles. Bon, toi, tu as monté quelques fois toute seule. De plus en plus, ces personnes-là vous accompagnent et vous aident parce que bon, ben, on vous déplacez quasiment une maison hein, quand vous montez à 7, à 8 et vous partez pour 2 mois. C'est tout un package que vous emmenez. Parle-moi un petit peu de ce peuple, si je peux les appeler comme ça, et puis des connexions que tu as pu avoir avec eux. Oui. Donc, bon, les Sherpas, c'est comme une communauté, on va dire, un peuple. Maintenant, les gens, ils sont adoptés, elles nomment Sherpa pour les porteurs d'altitude. Mais pas tous les porteurs d'altitude, c'est des Sherpas. Ils viennent de cette peuple. Donc, c'est quelque chose bon, dans l'histoire, c'est très important, la présence des Sherpas, de toutes les premières expéditions qui ont allé partout dans les Himalayas, les premières 8000 qui voulaient monter. Ils se sont rendus compte que c'est une population vraiment forte et qui s'adaptait très bien à l'altitude et qui pouvait les aider beaucoup. Du coup, quelque part, ils ont commencé avec un métier des porteurs d'altitude, porteurs d'altitude. Ouais. Mais je pense que ça a beaucoup changé maintenant, parce que ce peuple, maintenant, il a beaucoup de gens, des Sherpas, qui sont aussi des guides des hautes montagnes, comme on l'a dans tout le monde. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a fait une formation et qui peut prendre un client pour les amener au sommet, comme n'importe quel guide dans le monde. Donc, Ok. ça a beaucoup évolutionné maintenant. Mhm. Il y a quelques-uns qui sont porteurs d'altitude ou des porteurs, mais il y a des autres Sherpas qui sont des gens qui sont maintenant des guides de haute Des guides. montagne, bien Mhm. certifiés. Et quelque chose que j'adore chez les Sherpas, c'est la spiritualité qu'ils sont. Pour moi, bon, les premières 8000, je n'ai pas eu vraiment un contact direct parce que j'avais fait sans le support des Sherpas. Mais en 2014, quand je suis allée au Choyu, il y avait un Sherpa, Pemba, qui était en train de travailler comme guide de haute montagne avec deux Italiens. Mais en même temps, il portait tout l'équipement des gens, des Italiens. Du coup, il était avec un sac à dos qui
Comme Trop, ça. trop gros. Vraiment, c'est gigantesque. Et moi, j'étais toute seule. Et quand j'ai vu, et on est devenus de très bons amis dans la montagne d'abord. Et quand je l'ai vu arriver avec ses gros sacs, je lui ai dit, écoute-moi, Pemba, si tu as besoin d'utiliser mes tentes, bah si, parce qu'on peut changer les horaires. Un jour, je viens et quand je descends, tu viens avec tes clients et tu utilises ma tente parce que moi, mes tentes, ils s'étaient déjà bien montés. Mais lui, il fallait monter les sacs de couchage, et la bouteille d'oxygène de lui, de ses clients, toute la nourriture. Du coup, il était un peu surpris parce que ce n'est pas quelque chose de normal qu'une personne qui ne soit pas chère, pas te propose d'utiliser les tentes. En général, c'est le contraire. Et du coup, il disait, oh, merci, il a commencé à utiliser et on est devenus super amis. On a commencé à philosopher de tout dans la vie, de commencer à comprendre. Et lui, quand il était petit, il était allé dans un monastère, donc il était aussi lama. Lama, c'est comme un prêtre pour la Mhm. religion catholique, on va dire. Du coup, il est super connecté avec la montagne et dans tous ces temps, ces après-midi qu'on on échangeait des pensées, il m'a beaucoup aidé à digérer mon échoué, quand j'ai échoué à l'Everest. Tes Il m'a échecs. beaucoup, des échecs, quand j'ai mon échec à l'Everest. Il m'a beaucoup aidé avec ça, à transformer cette sensation en quelque chose de beau. Et il m'a beaucoup aidé avec ma partie spirituelle. Et du coup, on est venus vraiment des super amis. Du coup, quand je suis partie pour mon 12e fois à l'Everest, quand j'ai pu faire les sommets, je l'avais demandé de m'accompagner. Au-delà, au-delà d'avoir besoin de quelqu'un qui m'aide à porter ou des choses comme ça, j'avais envie de cette personne qui était très proche spirituellement à la montagne. Parce que quand j'étais au Choyu, un jour, elle s'est réveillée et il m'a dit, tu sais quoi, la montagne, elle m'a dit qu'il faut aller au sommet le 2 octobre. Et je lui ai dit, mais Pemba, ça c'est pas possible parce que tous les météorologues, ils disent qu'il faut aller les 4, que le 2, c'est une journée qui est pas belle. Il m'a dit, non, crois-moi. La montagne, elle m'a dit, et je dis, je crois en toi. Et je suis allée les 2. On était 4 personnes au sommet et le climat parfait, Parfait. parfait. Et Waouh. les 4, normalement c'était le bon jour, c'était très venteux. Et pas tout le monde a pu faire le sommet. Et du coup, je me suis rendu compte que vraiment, il avait une relation très proche. Donc, quand je suis allée à l'Everest, je suis allée avec Topo, Stéphane, qui est mon copain, Mhm. parce qu'on voulait être tous les deux au sommet. En plus, il allait me filmer un peu la montée, qu'on a aussi un petit documentaire. Et on a invité Pemba. On ne l'a pas payé parce que quelque part, on ne voulait pas que lui il travaille pour nous, juste pour travailler. On voulait faire une expédition dans laquelle les trois, on était compagnons de cordée. Ok. Du coup, on a monté tout le temps ensemble, on a partagé. Et là, je me suis rendu compte qu'au-delà d'être des gens super forts dans la montagne qui peuvent t'aider à porter tout ça, c'est des gens qui sont super connectés. Peut-être pas tous, mais la plupart, ils sont des gens qui ont une connexion et ça aide énormément à que la montagne te donne la permission. Pour moi, ça, c'est vraiment super fort. Ben, je te comprends, je te suis Mais là-dessus. je sens qu'eux, ils t'aident à ouvrir cette porte pour que la montagne, ils te donne la permission. Parce qu'ils sont des gens qui ont un respect énorme pour la montagne. Et quelque chose qui est très important, c'est que si tu es une personne consciente qui paye bien au Sherpa, par exemple, quand moi je vais comme guide de haute montagne, quand je travaille, quand j'ai mes clients, là, j'ai beaucoup de Sherpas qui travaillent pour nous parce qu'on a besoin de porter toutes les affaires de nos Mhm. clients et tout ça. Et là, je pense que c'est super important que tu sois une personne consciente qui traite bien ces gens-là, que tu les payes bien parce qu'ils ils font un travail de fou. Du coup, il faut bien payer à ces gens. Et si tu traites et payes bien à ces gens-là, ils sont des gens super conscients qui t'aident vraiment à toutes les choses que tu lui demandes. Tu vas descendre toutes les bouteilles d'oxygène, à laisser la montagne très propre avec les clients. C'est des gens super humbles qui sont vraiment prêts à travailler. Mais aussi, il faut que tu traites bien ces gens. Parce que je suis sincère, j'ai vu beaucoup de fois les gens traiter les Sherpas comme si ce n'est pas des êtres humains, comme si c'est juste quelque chose presque qui porte des affaires. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut faire très attention. Si un jour on décide de monter en 8000 ou d'aller dans l'Himalaya, c'est d'être conscient que si on veut un forfait pas trop élevé, mais qu'il faut être conscient de combien mon Sherpa il est en train de gagner,
de combien la personne qui va nous aider, comment elle est traitée. Donc ça, c'est important. Et les Sherpas, comme tu l'as dit, pour les expéditions surtout commerciales avec des touristes, des clients, parce qu'on est tous des touristes quelque part. Ouais. Avec les clients, c'est nécessaire parce que sinon, tu pourrais pas. Tu pourrais pas les faire avec tous ces équipements qu'il faut porter, presque la maison, comme tu dis. Mhm, mhm. Et depuis, avec Pemba, j'ai cette relation. Pour les K2, je l'ai proposé aussi de venir. Et il est venu parce que aussi, là, on a eu le caméraman. On avait besoin des gens qui, en plus, ils essaient d'apporter des grosses caméras et tout ça. Et la première personne que j'ai pensé quand ils ont dit on avait besoin de Sherpa, j'ai dit Pemba parce que lui, c'est mon ami. Et même si on n'aurait pas filmé et on n'aurait pas eu le sponsor d'Eddie On Bauer, aurait fait pareil. parce que ça, c'est quelque chose d'intéressant. Les gens, ils pensent que les Sherpas, ils viennent que quand tu les payes. Et maintenant, ça commence à changer parce qu'il y a des jeunes Sherpas qui aussi rêvent de faire une montagne, même s'ils ne sont pas payés. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Et des gens qui ils vont rêver de venir en Équateur et faire un Chimborazo. Je ne sais pas. Ils vont venir, c'est son but personnel. Quelque part, les gens, ils sont restés en sac et aussi les Sherpas, ils font que travailler et ils le font que si tu les payes. Mais la nouvelle génération, c'est, comme je l'ai dit, c'est des guides de montagne, ils ont des buts personnels, ils veulent aussi grimper certaines montagnes, même s'ils ne sont pas payés pour travailler, sinon ils peuvent faire entre des amis, comme il a fait, je ne sais pas si tu as lu un peu sur Nîmes. Oui, 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 oui. J'ai Tu passé au vois, ça, travers. lui, il n'est pas Sherpa, mais tous ses copains, c'est des Sherpas. Et ça, c'est plus Mhm. comme un groupe d'amis, au-delà de qui paye à qui ou combien il paye. Ça, c'est quelque chose qui est en train de changer. Bah, Si tu tu sais, commences à faire ça. tu parles un petit peu de ce moment où tu as l'impression qu'il y a quelques clients qui ne traitent pas bien les Sherpas. Uh-huh. C'est moi, ça me connecte un petit peu à l'actualité. Et puis, je pense qu'on va être dessus, on va être un petit peu sur le même côté là-dessus. Tu as vu tout ce qui se passe en ce moment avec ce qui s'est passé aux États-Unis, tout ça. Moi, je pense que c'est vraiment un problème d'être humain, pas un problème de couleur. C'est d'abord l'être humain d'abord. Puis, au-delà des inégalités qu'il puisse y avoir. Puis quand tu me parles des Sherpas comme ça, des gens qui les laissent, qui leur donnent 1 dollar ou 2 dollars de pourboire alors que le gars il est en train de porter ta maison, comme je disais tout à l'heure, depuis 2 mois, sans se plaindre, avec le sourire, toujours en train de t'aider. Parce que je trouve ça quand même des fois. Mais les inégalités, ça existe. Puis il y a des gens qui n'ont pas toujours du cœur. Mais oui, qu'est-ce que tu veux? Regarde. Les Sherpas, ils continuent à avancer. Et puis ce que je vois dans ton reportage, alors tu me dis si je me trompe, Bemba, mais j'ai l'impression qu'il a toujours le sourire. À chaque fois qu'il y a une caméra sur eux, il a toujours un méga smile, quoi. Incroyable. Oui, je pense que c'est des gens qui ne veulent pas cacher quelque chose ou se montrer d'une certaine façon. Ils sont sincères tout le temps. Du coup, ils ont cette joie de vivre. Parfois, bien sûr, ils sont un peu peur d'un sérac. Quand tu passes le dernier sérac du K2 qui est super dangereux, tu peux voir Pemba, il ne sourit plus Non, parce non. qu'il a peur, bien sûr. Mais en général, ils sont bien vivre. Je ne sais pas, c'est juste une façon légère même d'être et de dire je suis ici, juste de passage. Et il ne se tient pas aux choses, au moment, aux gens, il vit. Ils sont là. Il profite à 200%. Et ça, c'est trop beau à voir. C'est Et vraiment une grande leçon de vie. ce qui est fabuleux, c'est que vous le partagez, quoi. Vous partez pas toute seule. Alors, tu l'as fait toute seule, mais à plusieurs, j'imagine, ça va être Non, encore c'est plus ça. fort. Ça va être encore plus fort. L'équipe. Ben c'est toujours ça qui est, c'est toujours ça qui est super. Alors, on s'est parlé un petit peu au téléphone. Moi, c'est un petit peu pour ça que je lance cette émission, ce concept. Je peux vraiment amener les gens à pouvoir partager encore plus, puis amener ça, parce qu'on va pas tous pouvoir monter l'Everest, on va pas tous pouvoir monter le K2. Par contre, partager les histoires, que tu nous les racontes. Moi, j'espère que ça va intéresser beaucoup de monde. En tout cas, moi, je trouve ça super intéressant de partager. Puis, un plaisir, il est juste bon ou au top de son apogée quand on est capable, pour moi perso, et je pense que tu es d'accord avec moi, de partager, quoi. Ce qui est beau, c'est toujours de partager ces moments-là et les partager avec des gens qui sont spirituellement connectés avec toi, c'est encore plus beau. Puis quand je regarde votre ascension dans le K2, je vois une équipe qui a l'air de vivre le truc ensemble, quoi. Puis vous êtes malade, vous le soutenez, vous traînez quasiment Adrien, après c'est toi, et puis vous y arrivez, lui il a les larmes aux yeux à 100 mètres, à 50 mètres, à 250 mètres du sommet. Ça va être fabuleux. J'avoue que c'est quelque chose qui m'exciterait, mais
Je sais pas, Alors, j'ai une question à Il te faut les poser. faire, hein. Il faut juste y aller. Alors attends, alors regarde bien. Alors là, on lance quelque chose aujourd'hui. Moi, je lance mon concept, notre vidéo. Si notre vidéo dépasse, on va se donner quoi comme chiffre? On va se donner un gros chiffre quand même, ok? On va se donner un gros chiffre quand même. Si notre vidéo dépasse les 100 000 vues, cette Wow. vidéo-là, Carla, on a rendez-vous ensemble, on se fait une montagne. Alors, je dis pas, je veux pas, je suis pas. Non, mais tu peux venir pour faire le Cotopaxi au Chimborazo en Équateur. C'est déjà haut, c'est la haute montagne avec un glacier, avec les grands Let's go, ponts. let's go, let's go. Tu Super. m'expliques, moi je me prépare, on Moi, s'organise. je te guide. Donc c'est un rendez-vous, hein, c'est 100 000 Ça, vues. c'est rare. Bon, ok, c'est bon. Le temps que ça prenne, on va y arriver. Oui, en fait, ce que tu dis, c'est génial parce que l'équipe, c'est tout. C'est tout pour moi dans la montagne. D'ailleurs, l'expérience que j'ai eue toute seule, c'était super, mais c'est la seule. Quelque chose qui est spécial, c'est qu'en plus, les équipes en montagne, c'est pas comme les équipes dans les autres sports. En montagne, parfois, on a des âges très différents. Des gens de 50 ans, des gens de 30, 20, et des gens de toutes les nationalités, avec des religions différentes, avec des formes de pensée très différentes. Et ça, c'est super beau parce que quand tu es là-haut, tu as peur, tu as faim, tu as soif, tu n'en peux plus. C'est pas grave. C'est pas grave. Pas grave. C'est pas important. D'où tu viens, quel âge tu as, tu es un homme, une femme, et quel Dieu tu crois. Ça, c'est pas important. On est là tous ensemble et on unit toutes les forces pour pouvoir pousser ces rêves et aller tous ensemble au sommet. Et ça, c'est quelque chose que j'adore de la montagne, c'est que tu laisses tout ce que tu crois être et tu deviens les autres. Tu deviens intime, en équipe. Et comme tu l'as dit, partager, c'est tout. D'ailleurs, je suis super contente que tu m'as appelé pour partager ça. Et même si on ne se connaissait pas, bien sûr, et pour moi, le plus important qui m'a donné la montagne, c'est ce pouvoir de partager les expériences. Parce que quelque part, les sommets de l'Everest ou le K2, maintenant, c'est un souvenir. Tu vois, c'est une photo, c'est un film qui est là, qui est beau à voir, mais qui a passé, qui maintenant, on ne les vit plus. Et la seule chose qui, quelque part, va avoir une transcendance, qui va aller au-delà du temps, c'est ta capacité comme être humain, comme athlète, de pouvoir partager avec des autres gens toutes ces expériences et les laisser un petit grain de quelque chose pour qu'ils puissent construire ses rêves aussi. Et ça, c'est l'important. Parce que toutes les médailles, les sommets qu'on a accomplis, c'est super beau, ça fait partie de l'histoire, mais c'est le passé. Et la chose qu'on peut laisser une fois qu'on va mourir, on va tous mourir un Ouais. jour. La chose qui reste, c'est cette partage qu'on a laissé un jour à quelqu'un, un petit enfant, à une jeune femme qui va entendre quelque chose qui l'a changé la vie, qui l'a porté dans sa vie. Et ça, c'est l'important. Donc, je te remercie à Tigre pour avoir cette initiative de partager avec les gens et quelque part pouvoir laisser cette graine de sable. C'est vraiment, tu sais, ce que tu me dis maintenant, c'est vraiment gentil, ça me touche beaucoup. Puis quand vendredi dernier, quand je me suis arrêté dans le reportage, j'ai dit, il faut que je trouve cette fille. Je regarde partout, que j'ai vu ton numéro, je dis, c'est sûr, demain, j'appelle, je la lâche pas. Et quand tu as décroché, et puis tu es là pour témoigner, on s'est parlé 15 minutes, ça a pris 5 minutes et tu m'as dit, oh là, ok, pas de problème, on le fait, cool. Waouh! J'ai trouvé ça, quoi, mais je t'ai trouvé super ouverte. Et puis c'est génial, quoi. Il y a des gens qui donnent, puis toi, tu fais partie de ces gens-là, et puis je te remercie, puis j'aimerais ça qu'il y ait plus de gens qui continuent, puis je pense que tu vas en inspirer. En tout cas, moi, quand je t'écoute me parler, tu me donnes envie de monter la montagne. Je te le dis. Vraiment. Ça, c'est un bien. Vraiment. Tu me donnes envie de monter la montagne. Alors, je pourrais te parler pendant des heures. J'ai encore quelques questions à te poser. Alors, j'ai un nom à te donner, parce que j'ai lu une histoire, puis j'aimerais ça que tu nous parles de cette histoire. Si je te dis Sébastien de Carrasco, qu'est-ce que tu peux me dire à propos de Sébastien de Carrasco? Parce que ça aussi, c'est une histoire de fou. Oui, Sébastien, c'est un super bon ami. Il est guide de haute montagne, mais en
15, il a eu un accident très grave. Justement, il était en train de travailler et il a tombé de 10 mètres. Il a tombé mal et il s'est cassé le dos. Du coup, maintenant, il ne peut pas marcher. D'ailleurs, il ne peut pas bouger. Je pense que c'est pas loin du cou. Oui, jusqu'ici, il ne peut pas bouger. Même les muscles des abdos, c'est difficile pour lui. Mais les bras, il les contrôle. Et du coup, pour tout le monde, pour toute la communauté ici en Équateur des gens de montagne, ça a été quelque chose de très difficile à, à digérer quelque part. Non? Mais lui, c'était impressionnant. Tout le monde était vraiment cassé en deux et lui, il était non. La vie, il va continuer. Bien sûr, ça a été super dur pour lui, mais lui, c'était un exemple de quelqu'un qui dit ma vie continue, j'ai 2 filles, j'ai plein de rêves, on va les faire. Et du coup, il s'est proposé quelque chose, il s'est proposé recommencer d'une façon différente parce que maintenant, il utilise la handbike. C'est des vélos que tu utilises avec les mains pour pouvoir monter plus de choses, aussi pouvoir faire de nouveaux sports de parapente à 2, en tandem et des choses comme ça. Du coup, ça a sorti cette idée d'aller au Kilimanjaro et faire les sommets. Et on s'est mis dans le projet à fond la caisse, comme on dit. Il s'est dit, on va monter le Kilimanjaro. Et du coup, j'étais, on va dire, en charge comme la guide de haute montagne, pas du projet lui-même, mais comme dans la montagne pour toute la partie corde, parce que c'est quand même, à la fin, on a des pentes assez raides, on va dire, pour quelqu'un qui va en handbike et avec beaucoup de gros cailloux. Et c'était génial parce on était à, je pense, 12 ou 14 personnes le dernier jour, près du sommet. On avait fait un effort de fou. Et beaucoup de gens ont commencé à dire on ne va pas y arriver, on ne va pas le faire, on est assez loin. Et je lui ai dit non, on va Lâche pas continuer. encore. C'était on va dire, ma responsabilité. Je savais qu'on n'était pas en danger, personne n'était en danger. On avait encore de l'eau, de la nourriture, il ne faisait pas froid, il n'y avait pas de tempête qui venait. C'était une question de temps, de continuer même la nuit avec les frontales et continuer. Et finalement, on a poussé super hard et on était arrivé au sommet avec lui. Je pense que c'était quelque chose de ça m'a inspiré énormément de le voir arriver à lui au sommet. C'était la première fois qu'il pouvait faire un sommet après son accident. C'était le Kilimanjaro dans un autre pays. Et le plus beau, c'était de voir tous les gens de l'équipe mettre toutes les forces une fois de plus. Je parle de la même chose. Tout le monde qui perdait son ego, moi, pour devenir l'équipe et pousser le rêve de Sébastien. Même si on n'avait rien à gagner, on n'avait apparemment rien à gagner, on va dire, apparemment. Mais après, on gagne tout parce qu'on pousse le rêve d'une personne, on travaille tous ensemble pour que cette personne puisse le faire. Et ça, c'est une vraie équipe. Parce que parfois, dans les équipes, c'est ça le problème, qu'on pense à nous. Moi, je vais être les stars. Moi aussi, je vais être figurée. Je ne sais pas si on dit comme ça, d'être là. Et non, là, c'était lui et on l'a tous poussé pour lui. Et pour lui aussi, j'imagine l'effort. Je me rappelle descendre la nuit avec les frontales, tous on était morts. Il fallait tenir les cordes parce que lui, avec son vélo qu'il gère avec les mains, c'est super lourd. C'était 100 et quelques kilos. Du coup, on avait beaucoup de cordes tous ensemble qui l'aidaient un peu à freiner parce que lui, parfois, il commence à perdre la sensibilité dans les mains. Et lui, avec la frontale, il s'endormait presque et on descendait du sommet. Donc, on était contents. Et on était cassés en deux, mais on l'a fait. Et pour moi, c'était trop beau. Et j'espère pouvoir faire encore beaucoup de projets avec lui ensemble. Et c'est vraiment quelque chose de spécial. Et j'ai aussi un projet qui, c'est pas exactement la même chose, mais il y a quelques années, j'ai monté un projet avec des gens qui ont des handicaps, on dit des handicaps mentaux. C'est des gens qui, je ne sais pas si c'est la bonne façon de le dire. C'est ça, qui a un petit problème d'handicap, c'est handicapé mental, ouais. Et du coup, dans ce projet, l'idée, c'était d'amener ces groupes de gens à la montagne. Parce que, en général, ici en Équateur, au moins, ils sont vraiment mis de côté dans des fondations où il y a quelqu'un qui les garde, mais ils ne sont jamais dehors, jamais à la montagne. Donc, ce projet, c'était de les prendre
tous ces groupes de gens et les amener en montagne et démontrer que pour eux, c'est super aussi, qu'ils vont commencer à ouvrir plus sa tête, son cœur et c'était génial. Vraiment, on s'est rendu compte même la pluie pour eux, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et là, tu te dis, la montagne, c'est vraiment même le meilleur endroit pour apprendre, pour soigner, tout. C'est vraiment important. La sensibilité, tout le monde là, quel que soit le niveau, le degré de problèmes que tu peux avoir, quel que soit le handicap, ils doivent être capables aussi, eux, de sentir et c'est ça qui est fabuleux. Alors, j'ai deux petites questions techniques quand même. Alors, je comprends pourquoi vous montez la nuit. Alors, je vous vois partir à 11h30 la nuit parce que vous calculez qu'il faut arriver, faut arriver à tel moment à la journée et puis calculer le temps de redescendre. Mais monter la nuit, en montagne avec des petites rivières. Wow, parce que ça doit être quelque chose, ça doit être vraiment, vraiment technique. Alors, pourquoi? Alors, comment on se familiarise à ça les premières fois? Parce que j'imagine que ça doit être super difficile de monter la nuit. Et puis, en deux, pourquoi sans oxygène? C'est quoi ce délire? Pourquoi vous. Comme le mec qui dit, je vais traverser moi l'océan en entier, mais je prends pas de voile, je prends pas de moteur, moi je rame. Ok. D'où, pourquoi? C'est quoi? Parce qu'on m'a posé ça comme question tout à l'heure, puis je trouvais ça très, très smart comme question. C'est un peu naïf en fait comme question, mais Non, non, pourquoi? c'est Pourquoi? totalement. Non. Donc, d'abord, la première, on utilise des lames frontales bien sophistiquées maintenant qui sont assez pour pouvoir illuminer presque tout. Et du coup, c'est génial parce que tu as une autre impression des choses, mais tu ne te sens pas peureux non plus. D'ailleurs, je pense que les gens, quand ils voient avec la lumière du jour, ils sont plus peureux parce qu'ils voient vraiment les gros séracs ou la grosse crevasse. Et là, ils ont plus peur que la nuit. Je pense que c'est plus facile la nuit d'ailleurs. Ah ouais? Et la si, je pense. Après, on est fatigué parce qu'on est mal dormi, on se couche, on va dire, parfois à 4 heures de l'après-midi et il faut dormir jusqu'à 11 heures. On ne dort pas vraiment si on n'est pas habitué. C'est assez dur, mais après, je pense qu'il a aussi son côté trop beau quand il y a la pleine lune. Tu peux éteindre la lampe frontale avec, tu vois toutes les étoiles, la voie lactée. C'est quelque chose que j'ai envie tout le monde à essayer au moins une fois dans la vie, expérimenter. C'est trop bon. Au moins dans un camping, on va dire, si on ne va pas très loin pour faire une grosse montagne. Est-ce que le K2 qu'on appelle la montagne sauvage, est-ce qu'elle est moins sauvage la nuit? Oh. C'est la même chose. Tu as le même danger, mais c'est vrai que quand tu es dans la nuit, tu regardes moins le sérac là-haut. Je ne sais pas pourquoi. C'est quelque chose de très humain. On se sent qu'il y a moins de danger parce qu'on ne les voit pas en fait. C'est comme tout. Mais une fois que tu les vois là, tu t'es plus, oh, il est juste là. Mais en tout cas, moi, comment je gère la peur des choses comme ça, c'est, je sais que ça c'est dangereux. Je me mentalise. D'abord, je me demande, ça vaut le coup de passer et risquer la vie et tout ça. Mais une fois que je prends la décision d'y aller, j'y vais. Je me demande plus, pendant que je suis en train de marcher, je me demande plus s'il faut y aller. Non, continuer. Quand j'y vais, même si c'est dangereux. Mais je prends bien la décision auparavant. Voilà. Parce que Et après, si tu hésites, c'est mort. Faut pas hésiter quoi. exactement. Engage, tu t'engages pas et si tu y vas quoi. Tu y vas et tu vas. Parce que sinon, là, tu es en train de citer, tu perds du temps et là, tu as plus de risques que si tu y vas. Et côté oxygène, la question oxygène, ok. Donc, je pense qu'il y a une chose historique, c'est qu'ici en Équateur, même si c'est un petit pays, on a beaucoup de gens, pas beaucoup, mais on a quelques gens qui ont fait déjà des 8000. Même en 1980 et en 1990, on a eu les deux premiers Équatoriens qui ont fait des 8000 et ils l'ont fait sans oxygène. Du coup, depuis que j'étais petite, il y avait toujours cette conscience de que les montagnes se font sans oxygène. Il ne venait pas à te dire, ah, je l'ai fait sans oxygène. C'était sans oxygène, toujours. Tu vois, c'est une mentalité différente. C'est normal. Normal. Et j'ai grandi comme ça. C'est normal aller sans oxygène. Mais quand moi j'étais déjà grande et j'ai allé au 8000, j'ai commencé à voir cette histoire de pourquoi l'oxygène, pourquoi non.
Et pour moi, c'est devenu quelque chose de plus philosophique. Parce que quand un enfant, il vient juste de naître, il sort du ventre de la mère, la première chose qui les connecte avec la terre, la mère terre, c'est la respiration. Donc, il sort de sa maman et il va respirer pour se connecter à la terre. Et pour moi, la meilleure connexion, d'ailleurs pour ça, il y a la méditation et le yoga et tout, c'est la respiration. Et la respiration, c'est comment on se connecte à la terre. Du coup, pour moi, quand je vais dans une montagne, je vais rester connectée à la terre. Et si mon corps n'est pas capable de continuer plus haut sans oxygène, je vais l'accepter et dire, OK, c'est mes limites, ça me fait de la peine, mais il faut descendre. Mais je voulais vraiment le faire pour moi, pour mes goals personnels, pour mes buts personnels, les faire sans oxygène et rester tout le temps connecté à la terre telle comme quand je suis née. Par contre, quand je suis guide en montagne, quand je vais guider un groupe, quand j'ai la responsabilité, la vie d'autres personnes dans mes mains, je vais me mettre en oxygène parce que là, ma tête elle est plus claire, j'ai chaud, je me sens super forte, je peux tout faire pour eux parce que je suis en train de les aider à eux à faire ses rêves, tu vois. Mais pour moi, c'est cette façon de connecter et d'accepter mes limites et mes capacités. Si je n'y arrivais pas, je n'y arrivais pas. Il fallait l'accepter. C'est marrant que tu parles de la respiration. On m'a introduit un petit peu à la méditation ici en arrivant au Canada. J'ai des amis qui m'ont fait glisser un petit peu vers ce côté un petit peu, on va dire, ésotérique. Mais pour moi, ça n'est pas vraiment naturel, je pense. Et la façon dont on me l'a présenté, je mentionnerai toujours, dans le système dans lequel on vit, quand tu nais, comme tu as dit tout à l'heure, quand tu arrives à la naissance, la première chose que les médecins vont regarder, c'est si tu respires, si la respiration fonctionne. Et puis, à la mort, la dernière chose qu'on regarde, c'est si tu respires. Et entre les deux, il y a beaucoup de gens qui méprisent un petit peu, sans le vouloir, l'aspect de la respiration. Et la respiration, c'est la base. Être capable d'apprécier la respiration, puis surtout pour toi qui es alpiniste, tu te retrouves là-haut. Moi, j'ai vu des conférences où il y a des messieurs qui nous décrivaient c'était quoi faire 5 mètres ou 5 pas à 8600 mètres. C'est un combat. C'est très dur. C'est très dur. Mais là, quand j'imagine que tu redescends et que tu arrives à 6000 mètres ou à 5000 ou à 4000 et tu arrives à commencer à respirer normalement, ben la respiration, tu l'apprécies encore plus, j'imagine. Tu dois vraiment… Exactement. Oui. Et une fois de plus aussi, tu vois comment le corps, c'est une machine qui s'adapte, qu'il y a la plupart des limites, c'est dans la tête, c'est dans les pensées ou les choses on s'est mis nous-mêmes dans la tête, que les limites, ils vont au-delà, bien au-delà de ce qu'on pense. Et qu'on peut parfois, sans prendre trop de risques, bien sûr, essayer de pousser un peu plus et voir jusqu'où on peut y aller avec notre corps. Alors toi, ce côté résilient, cette capacité à résister à la douleur, est-ce que… Alors, je vais te poser la question, je te regarde, j'essaie je regarde un petit peu l'équatorienne que tu es. Tu fais quand même équatorienne indienne, tu fais quand même équatorienne authentique. Tu dois avoir du sang, oui, hein, pas mal. Alors, Bien sûr. est-ce que tu as, ça vient de là un petit peu, ce côté résilience, ce côté nature, ce côté spirituel que tu as un petit peu, ou ça te vient simplement de ta vie à la maison avec papa, maman, comment ils t'ont élevé, ce côté résilient? Je pense les deux, parce que je pense que quelque part, nous, on s'est formé de notre parents, mais eux, ils se sont formés de ses parents, donc ils sont venus tous d'ici. Donc, de quelque part, toi, cette partie tu as cet héritage, je ne veux pas dire génétique, mais toi, une sorte les ancêtres Ouais. qui viennent derrière, et avant toi, qui t'ont laissé ça, non, ces capacités. Aussi parce que peut-être c'était des peuples qui ont beaucoup souffert de quelque part, toi, consciemment une capacité de souffrance très haute. Je ne sais pas, là, je suis en train de juste de donner des idées, mais je n'ai jamais réfléchi à ça, en fait. Et je pense aussi que ça vient de l'exemple qui te donnent tes parents. Parce que je pense que L'éducation. L'éducation, et j'ai une maman elle a un caractère très dur. Elle est très stricte. Elle n'aime pas trop la montagne. Mais
pour l'Équateur, avoir une femme aussi, tu sais, sûre d'elle-même et qui tout le temps me disait, c'est pas grave qu'ils t'ont dit que non, il faut continuer, il faut essayer. Quelque part, c'est des gens qui te laissent ça, cet exemple de formes d'être qui restait en moi. Mais je pense que c'est un mix de tout. C'est un mix de tout, bien sûr, mais j'ai jamais vraiment trop réfléchi. Et c'est quelque chose qu'on les construit aussi, je pense. Ça vient, c'est sûr que ça vient, mais ça se travaille aussi. Ça, supporter la souffrance physique surtout, c'est un travail aussi qu'on les fait, surtout les gens qui ont fait du sport, je pense. Ouais, ouais, on apprend à pousser, puis à dealer avec ça. Puis, j'ai tendance à dire qu'on aime ça. Hein, hein. Presque, c'est ça. C'est un petit peu masochiste, mais oui, quelque part. Puis l'athlète a du mal à se le dire. Puis vous êtes des athlètes. Hein. Pour moi, vous êtes des athlètes à part entière. Si tu passais une batterie de tests physiques, tu n'as rien à envier quasiment à un marathonien ou des gens qui font des sports d'endurance extrême parce que vous êtes dans une sacrée forme, quoi. Alors, Carla, pour terminer, comme d'habitude, j'ai deux petites questions. C'est des questions un peu anecdotiques. La première question que je vais te poser avant d'attaquer la dernière, what's next for you? C'est quoi le prochain gros objectif? C'est quoi le prochain challenge que tu as envie de relever? Est-ce que tu as envie de monter le K2 avec Sébastien? Moi, j'imagine que ça me paraît un petit peu surmontable, mais on ne sait jamais, sait-on jamais. Tout est possible. What's next? C'est quoi le prochain challenge pour toi? Bon, j'ai beaucoup de challenges. Donc, une des premières choses que je suis en train d'avoir ma certification comme guide international de haute montagne. J'ai déjà la certification de l'Équateur. Je vais être guide international et je suis dans la formation qui est très dure, très dure, chère aussi. Et du coup, là, je suis en train de travailler ça. Ça, c'est personnel. Après, comme dans le sport, on va dire, je voudrais monter les 5 montagnes les plus hautes du monde. Donc là, j'ai déjà fait 2 et j'ai encore 3, mais c'est beaucoup. Je ne suis pas partie dans les 14-8000 parce que j'aimerais plutôt faire les 5 plus hautes parce qu'on a une différence dans la sensation physique d'altitude entre les 5 plus hautes et les autres, on les sent beaucoup plus facile, on va dire, au niveau physique, au niveau juste physique de la respiration. Donc, je voudrais essayer ces 5 et après, je voudrais aussi essayer une voie plus technique. Je voudrais essayer un petit 8000, petite, les 8000 les plus bas, par une voie plus technique et une nouvelle voie aussi. Ça, c'est un rêve de la vie. Une nouvelle voie dans un 8000. Mais on verra. Ouvrir un nouveau chemin. Ouvrir une nouvelle voie technique dans un 8000 avec des amis. Mais on verra bien si c'est possible. Et après, j'ai beaucoup de projets sociaux dans lesquels je suis en train de travailler avec des enfants sur la nutrition aussi, les projets sociaux d'amener des gens avec des handicaps à la montagne et tout ça. Je suis très en ça aussi. Et voilà, ça c'est pour tu veux amener aussi d'autres femmes comme toi à continuer parce qu'il y en a de plus en plus. Vous êtes combien de femmes à être montées au-dessus de 8000? Vous êtes une dizaine, une vingtaine de femmes? Non, oui, je pense qu'il y a beaucoup plus que ça, des femmes qui ont fait déjà des sommets de 8000 mètres, si tu comptes avec oxygène et sans oxygène. Mais ce n'est pas non plus énorme. Je pense qu'à l'Everest, il y a en total plus de 9000 personnes qui ont fait le sommet, de lesquelles il y a 600 femmes. De 9000, il y a 150 personnes qui l'ont fait sans oxygène. Et de ces 150 ou 170 personnes qui l'ont fait sans oxygène, on est 6 femmes qui en ont fait sans oxygène. Wow. Donc, c'est très peu, très peu. Wow. Oui, bien sûr, ça, tout le temps. Mais ça, je ne le fais pas comme un projet spécial. Mais ça, c'est quelque chose que c'est quand je travaille ou avec des petits projets ici ou avec les filles aussi pour qu'il y ait plus de filles guidées haute montagne aussi. Ça, tout le temps. Ça t'accompagne tout le temps. Et puis, bon, ma dernière question, la ultima. Si tu avais un moment, une anecdote à nous partager, et en fait, il y a 2 questions dans la question. Un moment à nous partager, un des plus beaux moments que tu as vécu ou un moment drôle que tu as pu vivre là-haut dans la montagne qui te vient comme ça à l'esprit.
Et puis, pour terminer, si tu devais donner un conseil à des jeunes alpinistes qui veulent faire comme toi, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Donc, c'est deux questions en une, pardon. Alors, la première, c'était un moment unique. Bon, il y a deux moments qui pour moi, j'ai vécu beaucoup de moments que tu peux pas imaginer la quantité de choses qui, ouf, ça t'ouvre les yeux, ça ouvre le cœur. Mais des choses qui ont vraiment changé ma vie, c'était la fois que je suis arrivée au sommet de l'Everest, juste arrivée et penser ce qu'on avait dit à tout le processus, tout ce qui avait demandé d'être là, à tout ce que j'ai appris dans ces chemins, ça a été quelque chose que j'ai senti une lumière presque spirituelle qui allait au-delà de tout, quelque chose une connexion avec l'univers, on va dire. Wow. Et quand j'étais au bord de la mort, à la face de la Concagua, d'être consciente de qu'on peut mourir très facilement, que la vie c'est très fragile, et prendre cette conscience de que depuis ce moment-là, j'ai fait tous mes efforts pour être consciente de que ma vie, ça doit être une vie de qualité. Qualité pour moi, qualité avec les autres, de générosité, d'être quelqu'un qui est de passage. Et comme tu es juste pour un passage, tu dois laisser les biens, tu vois. Et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué. Et être aussi près de la mort. C'est vraiment beau. C'est vraiment Voilà. beau. Carla, je te remercie. Et pour les enfants. Oui. Pour les jeunes. Oui, pour les jeunes, j'allais oublier. Les jeunes, tu m'avais dit. Oui, la dernière chose, donc, il y a une chose que je dis toujours, et c'est aux jeunes et à tout le monde, de jamais laisser que les autres décident nos limites, jusqu'à où on peut y aller. Jamais laisser que mes parents, mes copains, mes amis, mon coach, mon docteur de sport, ou n'importe qui décide mes limites. Parfois, tout le monde nous dit non, tu n'es pas capable, ton corps, non, tu ne vas pas le faire, c'est pas possible, ça, c'est pas. Tandis que c'est correct, que tu fais pas mal aux autres et que tu sais que c'est un rêve dans ton cœur, essaye-le. Aller un peu plus au-delà de ce que tu penses, c'est les limites pour toi et pour les autres. C'est ça que je demande. C'est un super message. Puis je pense que ce message-là, on va le faire circuler, hein, puis on va le faire passer. J'espère que ça va toucher beaucoup de personnes. Carla, c'était vraiment super. Je te remercie. Je pourrais te parler pendant des heures. Je suis très ému. Puis ça me fait vraiment, vraiment plaisir de partager ce temps-là avec toi. Alors, merci beaucoup, Carla. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir, peut-être rendu à la 100 millième vidéo. On a un deal. Donc, mes chers amis, continuez à nous suivre, continuez à nous encourager. Abonnez-vous. Le bouton subscribe, il est juste là. Les thumbs sont là ou là. Si vous voulez mettre le thumbs down, vous avez le droit. Vous avez le droit de vous exprimer comme vous voulez. All the Talk, c'était Carla Pérez en direct de Quito, en Équateur. C'était génial. À la prochaine et encore merci beaucoup, Carla. Merci à toi, Greg. Merci à tous. Et j'espère que tout le monde va nous voir. Comme ça, tu vas venir ramper avec moi au côté taxi. Merci beaucoup. Merci.